Mesdames et messieurs, bonsoir. À l'aéroport international Conakry-Bessia, toutes les mesures sanitaires sont prises pour assurer les compagnies aériennes. Un système de double contrôle sanitaire vient d'être mis en place. Des espaces de divertissement seront bientôt aménagés pour les jeunes. Une mission mixte était sur le terrain. Elle envisage le réaménagement de toutes les plages. Et puis les pèlerins chrétiens sont de retour à Conakry après un mois passé sur les différents lieux saints. L'ambiance à l'aéroport, c'est dans cette édition. Bonsoir, le gouvernement était en pré-retraite hier à la case de Bellevue pour revoir ses priorités, au nombre desquelles l'évaluation de l'impact de l'épidémie d'Ebola sur l'économie nationale. Autre sujet en discussion, le renforcement des actions de l'équipe gouvernementale et des partenaires techniques et financiers. La synthèse avec Adi Kamara. Cette rencontre initiée par le Premier ministre aura permis aux membres du gouvernement de plancher sur tous les aspects qui concourent à améliorer l'efficacité de l'aide publique au développement à travers la mise en place d'une base de données unifiée de toutes les interventions des partenaires au développement en Guinée. Cette retraite prépare effectivement une concertation, une rencontre avec les partenaires techniques et financiers et les ONG, les organisations non gouvernementales, pour permettre une meilleure synergie entre les actions du gouvernement et les partenaires techniques et financiers. C'était de voir comment mettre en place un système de base de données unifié, désormais qui va exister en Guinée, qui va prendre en compte l'ensemble des interventions d'abord de l'État à travers le budget, financé sur ses ressources propres, et ensuite l'ensemble des interventions des partenaires techniques et financiers. Mais la nouveauté, c'est que nous allons ajouter à cela les interventions des organisations non gouvernementales, les ONG. Le premier objectif, c'est d'avoir une base de données unifiée. Et ensuite, le second objectif, nous sommes à la veille de l'échéance des objectifs du millénaire pour le développement et ensuite du document de stratégie pour la réduction de la pauvreté 3, DSRP 3 et OMD. C'est un exercice qui va rationaliser l'action publique en matière de développement, hiérarchiser les besoins et identifier les projets à impact structurant tout en tenant compte des faiblesses financières. Donc le gouvernement a organisé cette retraite pour voir où nous en sommes dans le cadre de la mise en œuvre du DSRP 3 et des OMD et quelles sont les corrections que nous pouvons apporter d'ici la fin de l'année 2015 pour qu'on puisse atteindre ces objectifs, tout au moins rapprocher ces objectifs. Il a été question aussi au cours de la rencontre de l'adoption d'un dispositif de gestion de la crise et Ebola, tant sur le plan sanitaire, financier, économique que social. Le plus important pour nous, c'est que nous avons un comité national de riposte, c'est que nous avons préparé l'ensemble des besoins sur la lutte contre la fièvre hémorragique Ebola et le gouvernement est en train de mettre en place justement les moyens nécessaires pour y faire face. C'est un processus qui se veut pérenne pour permettre à la Guinée de maîtriser la cartographie des interventions au niveau de tous les secteurs en matière d'exécution des projets de développement. Restons à la case de Bellevue pour parler de ce point de presse animé par David Nabarro. Il est le coordinateur principal du système des Nations Unies pour la maladie à virus Ebola. Au cours de cette rencontre avec la presse, il a fait un aperçu global de l'évolution de l'épidémie en Guinée. Selon lui, il faudrait envisager une opération humanitaire régionale rapide de grande envergure pour éradiquer l'épidémie dans un délai maximum de 6 mois. Compte rendu, Yaya Silla. À peine arrivé à Conakry en provenance de la Sierra Leone et du Libéria, le secrétaire général adjoint des Nations Unies, coordinateur de la riposte de la fièvre à virus Ebola, a rencontré le comité interministériel de riposte contre l'épidémie. David Nabarro a eu droit aux informations relatives à la riposte nationale entreprise par le gouvernement et ses partenaires pour freiner l'élan de l'épidémie. Le diplomate onusien s'est ensuite livré aux exercices de conférences de presse consacrés essentiellement à la mobilisation de la communauté internationale contre l'épidémie dans la sous-région ouest africaine. Nous voulons aider les gens de Guinée dans un partenariat, les agences des Nations Unies, le système des Nations Unies. Et nous voulons vous dire que nous sommes coordonnés pour donner le plus d'assistance que nous pouvons trouver
Mais aussi, nous voulons que dans le côté de votre pays, on a toujours la plus grande coordination que vous pouvez faire. Et entre nous deux, nous pouvons faire ensemble fort et vite. Au peuple de Guinée, je voudrais dire que le système des Nations Unies, il est avec vous dans cette lutte. Et ensemble, nous voulons convaincre Ebola. Le coordinateur international de riposte contre l'épidémie à virus Ebola a expliqué à la presse les moyens logistiques, financiers et même les médicaments envisagés par la communauté internationale pour éradiquer cette fièvre hémorragique. Il faut avoir un système de santé publique qui est bien organisé et qui a les choses, les matériels qui sont nécessaires, et les médecins et les infirmiers qui peuvent faire le travail. Le coordinateur onusien de riposte contre le virus Ebola a rassuré la Guinée de l'engagement de son institution à multiplier les efforts en vue d'en finir définitivement avec cette épidémie dans une période de 6 mois. La situation de l'épidémie de la fièvre Ebola inquiète les lignes aériennes dans la sous-région. Pourtant, à l'aéroport de Conakry, les mesures de contrôle sont de plus en plus renforcées pour éviter tout risque de contamination. Un système de double contrôle vient d'être mis en place par la SOGEAG afin de rassurer davantage les compagnies. Sanassi Keita nous présente ce nouveau dispositif. Les mesures sanitaires prises à l'aéroport international Conakry-Bessia pour lutter contre la propagation de la fièvre hémorragique Ebola semblent satisfaisantes. Tous les passagers sont soumis à un contrôle strict de température par les médecins avant leur enregistrement. Enlève la lunette. Lunette et tout, ou bien je ne contrôle pas ta température, je laisse. Enlève. Francis, viens t'arrêter dans le carreau ici. Arrête-toi dans le carreau, tu fixes la caméra. Des mesures sanitaires qui rassurent non seulement les compagnies aériennes desservant la Guinée, mais aussi et surtout les passagers. En tout cas, aujourd'hui, j'ai remarqué, je ne crois pas qu'il y ait un suspect qui puisse passer, vu qu'il y a eu des contrôles de température et il y a tout plein de contrôles que moi j'ai passé. Donc vraiment, je ne crois pas qu'il y ait un suspect qui puisse passer. Je pense qu'il y a quand même une psychose. Je veux quand même dire une chose, je pense que les médias grossissent beaucoup la chose. Et ça fait peur aux gens. Mais moi, je dirais aux gens, je suis passé 15 jours là, je n'ai rien vu de spécial. Il faut faire des préventions, c'est tout. Voilà. Les passagers restent convaincus qu'avec ces dispositions sanitaires prises, qu'aucun malade ne pourra partir de l'aéroport international Conakry-Bessia pour un autre pays. Toutes les dispositions sont vraiment de vigueur. Et c'est vrai que depuis le temps que je voyage, je peux dire que je n'ai pas encore appris qu'il y a eu un passager parti de Conakry et qui a été détecté avec le virus. Les mesures sont des mesures correctes, des mesures qui permettent de constater quand même que si un malade n'est pas rentré en contact, ou si quelqu'un n'est pas rentré en contact avec un malade, dans tous les cas, la probabilité de laisser passer un suspect est très faible. Donc il faut s'en féliciter. Les passagers sont prêts pour l'embarquement. En face d'eux, les médecins pour un deuxième et dernier contrôle sanitaire. La température de chacun d'eux est prise par ces professionnels de la santé pour se rassurer davantage de leur travail en ne laissant pas s'embarquer un malade dans l'avion pour un autre pays. Face aux rumeurs relatives à la fermeture du port autonome de Conakry, les membres de l'AGICOM, Association guinéenne des consignataires maritimes, apportent un démenti. Ils se disent rassurés par les dispositifs de riposte contre Ebola installés au port. Reportage Fodé Camara. Pour réussir la croisade contre la fièvre hémorragique à virus Ebola, des mesures pratiques sont prises pour l'accès au port et aux navires, notamment le port de gants et bavettes, le lavage systématique des mains à l'eau chlorée, le placement en observation de toute personne dont la température corporelle est égale ou supérieure à 38 degrés, mais aussi l'interdiction de tout contact physique avec les membres de l'équipage des différents navires. Les bateaux continuent à venir à faire la desserte du port de Conakry. En aucun cas, en aucun moment, il n'a été question de la fermeture du port de Conakry.
Le port de Conakry, aujourd'hui, draine à peu près 90% des transactions internationales. À ce niveau, il est important que les dispositions adéquates soient prises pour que l'étranger, en tout cas l'équipage de différents bateaux, se rende compte qu'il n'y a aucun risque ici et que tout se passe très bien. La desserte est continuelle toutes les semaines et nous sommes très satisfaits des précautions que le port de Conakry a prises envers nos équipages qui desservent Conakry. Autre innovation pour lutter contre la fièvre hémorragique à virus Ebola dans les ports de Conakry et Kamsar, la délivrance d'un certificat sanitaire spécifique, mais aussi l'obligation de remplir un formulaire de santé avant d'accéder au navire et la limitation du nombre d'agents de la commission d'arraisonnement. Un tout autre sujet à présent, les acteurs impliqués dans la promotion des droits de l'homme échangent pour le respect des textes de loi relatifs à la promotion des droits du citoyen. Le ministre Khalifa Gassama Diaby et les ONG de défense des droits de l'homme ont planché sur la mise en place de 4 observatoires et d'un cadre de concertation. Explication, Mahmoud Bari. Comment promouvoir et respecter les droits de l'homme en Guinée? C'est l'objectif de ce conclave entre les ONG de défense des droits de l'homme et le ministre des droits de l'homme et des libertés publiques. Khalifa Gassama Diaby a initié cette concertation pour passer en revue l'ensemble des questions liées à la préservation des droits des citoyens. La situation générale des droits de l'homme et la mise en place des observatoires ont été également évoquées au cours de cette rencontre. C'est une rencontre à saluer parce que à travers ces observatoires, le ministère veut ainsi amener les ONG et les membres de ces observatoires à être plus dynamiques, à aller dans les prisons, voir constater les cas de détention illégale et arbitraire, et aller voir comment au niveau des gardes à vue on détient les citoyens, est-ce qu'on pratique la torture. Donc ces 4 observatoires vraiment vont être en quelque sorte un levier sur lequel le ministère va s'appuyer pour améliorer la situation des droits de l'homme dans notre pays. Les représentants des organisations nationales de défense des droits de l'homme ont soulevé les questions d'impunité, de violence, de détention arbitraire et autres réflexions sur la nécessité de mise en place des mécanismes de promotion et de protection des droits de l'homme en Guinée. Le ministre des droits de l'homme et des libertés publiques a marqué son engagement à amener l'ensemble des acteurs impliqués à respecter les lois. Il y a 4 commissions qui sont en train de travailler pour finaliser la mise en place de ces observatoires, pour contribuer à cette dynamique générale de lutte pour que cessent les violations des droits de l'homme dans notre pays, que cela provienne de notre travers culturel ou social, ou des dysfonctionnements au niveau de l'État ou de la puissance publique ou de l'administration, puisque nous restons toujours convaincus qu'une société démocratique est une société qui puisse garantir à chacun de nos concitoyens, évidemment, le respect de sa liberté, de sa dignité et du principe d'égalité qui doit demeurer entre tous les citoyens de même pays. Le respect des droits de l'homme passe nécessairement par ce dynamisme. Une autre rencontre devant permettre la mise en place des observatoires et des cadres de concertation est prévue les prochains jours au département des libertés publiques. Déjà, des commissions ont été créées à cet effet. Où on en est avec les enquêtes autour du drame de Robané? 6 personnes sont actuellement détenues. Elles doivent être entendues pour homicide involontaire. Les responsables du mouvement africain pour la défense des droits de l'homme et Avocats sans frontières étaient face à la presse. Ils ont parlé de l'évolution de ce dossier et de la tournée du président de l'UFDG aux États-Unis. Kernos Mandialo, Abdelkarim Kamara, reportage. Ils sont avocats et défenseurs des droits de l'homme. Ils disent suivre de près l'évolution du dossier de la plage de Robané où 34 jeunes ont perdu la vie le lendemain de la fête de Ramadan. 6 personnes sont déjà inculpées et placées en détention préventive dans ce dossier. Le dossier de Lambaye doit être considéré comme le père et même le terreau du dossier de Roban. L'autre point abordé au cours de ce point de presse est la tournée du leader de l'UFDG aux États-Unis.
Des propos tenus par ce dernier lors d'une de ses rencontres avec ses militants sont dénoncés par ses défenseurs des droits de l'homme. Quel que soit le sens qu'on donne, un sens péjoratif ou un sens qu'on donne au mot, celui qui l'a prononcé, eu égard à l'importance de son parti, eu égard à l'importance de sa personnalité dans ce pays-là, se devrait de mettre à contribution un système de communication efficace, un système de communication de nature à éviter des propos équivoques. Les jours à venir, les responsables du mouvement africain des droits de l'homme et de Avocats sans frontières comptent inviter à nouveau la presse pour partager les résultats d'enquête qu'ils mènent sur le terrain. Après la Blue Zone de Kaloum, d'autres espaces de divertissement seront bientôt aménagés pour les jeunes. Ce matin, une mission mixte du ministère de la Ville, de l'Environnement et de l'Action sociale était sur le terrain. Elle a évalué le réaménagement de toutes les plages de Conakry. La construction d'un jardin public de 8 hectares est annoncée à Kipi. Le point avec Mohamed Alpha Baldé. Après le drame de Rogbane, le gouvernement se mobilise pour trouver une solution durable face au manque d'espace de divertissement dans la capitale. Sous la coordination du ministère de la Ville, de l'Aménagement du Territoire, un deuxième jardin public à l'image de celui du 2 octobre est annoncé ici à Kipé. Un espace de 8 hectares est dégagé pour abriter le site. Et puis ça se situe dans la haute banlieue où il n'y a pratiquement pas d'espace de jeu pour les enfants. Je crois que c'est bien choisi et c'est suffisant pour ce que nous voulons faire ici. Le projet devra aussi aménager toutes les plages du pays. Ici, sur la plage de Benarès par exemple, il est possible d'aménager jusqu'à 25 hectares, ce qui fera de Benarès la plus grande plage du pays. C'est la seule plage qui existe à Conakry. Et cette plage doit être valorisée. Nous sommes là pour que les normes environnementales soient respectées. Parce qu'il ne faut pas oublier que le niveau de la mer augmente aussi. Même en faisant un aménagement, nous devons tenir compte de ça. Il faut qu'on continue également à prendre des dispositions dans le sens d'aménager ces différentes plages, faire en sorte que nous ayons plusieurs sorties, parce que ce qui s'est passé à chose, c'est un Cameroun, à Roubani, parce qu'il n'y avait qu'une seule sortie. Une seule entrée, une seule sortie. Les responsables du ministère en charge de la ville et de l'aménagement du territoire comptent désormais veiller au respect des normes sécuritaires et environnementales sur tous les sites culturels du pays, ce pour garantir la sécurité des milliers de personnes qui s'y rendent. La Blue Zone, cet espace de divertissement, continue d'accueillir les jeunes. La mairie de Kaloum vient de lancer une campagne de sensibilisation sur les avantages de cet espace culturel et sportif. Premier grand centre d'apprentissage de Conakry, la Blue Zone devrait empêcher les jeunes de pratiquer leurs loisirs dans la rue. Reportage Moussa Bangoura. La Blue Zone de Kaloum, un espace socio-éducatif aménagé pour la jeunesse de Guinée. Depuis son inauguration par le chef de l'État, les jeunes fréquentent ce centre pour pratiquer les différentes disciplines sportives, mais aussi se cultiver à travers les nouvelles technologies de l'information et de la communication. La présidente de la délégation spéciale de Kaloum mène une campagne auprès des jeunes pour que ceux-ci tirent avantage de l'espace culturel et sportif. L'objectif visé de venir dans ce centre, c'était de prendre ces jeunes dans la rue, c'est les vacances. Ils continuent toujours à jouer sur la route comme s'il n'y a pas un centre approprié pour venir s'épanouir dans ce centre de loisirs. Donc je me suis dit, il est nécessaire que ces jeunes viennent voir la réalité et de ne pas avoir peur. Ici c'est pour eux. On est en train de dynamiser les activités sportives, notamment sur la lutte sénégalaise et le terrain de pétanque qui est bientôt fini et le beach volley. Donc on a pas mal d'activités sportives pour permettre aux jeunes de se recréer. On a axé aussi beaucoup sur le sport collectif parce qu'on a besoin de créer de la mixité sociale et donc c'est le sport collectif qui le permet. Pour ce départ, 150 jeunes de différents quartiers de Kaloum seront intégrés dans le centre, avec des tickets d'adhésion payés par la commune. Une satisfaction pour les bénéficiaires. Je suis très contente pour cette zone, parce que nous aussi, ici, nous venons nous recréer, nous divertir. Moi, c'est ma première fois de voir un espace comme ça.
La visite des locaux du centre informatique, du centre d'écoute et d'orientation des jeunes, ainsi que de nouvelles aires de jeu ont été les temps forts de cette campagne de sensibilisation. Les forces armées à pied d'œuvre pour rendre la capitale propre. C'est dans ce sens que le bataillon du génie militaire en compagnie de quelques officiers de l'armée ont sillonné certains quartiers. La démarche consistait à débarrasser les tas d'immondices qui jonchent les rues de la capitale. Sergent Alassane Diaby, correspondant de la presse militaire. 5 points de regroupement sont concernés par cette campagne de ramassage des ordures et l'opération va durer 15 jours. Pour cela, les engins du bataillon du génie militaire sont mis à contribution. Les agents déployés sur le terrain travaillent nuit et jour pour venir à bout de ces montagnes d'immondices. Depuis 5 jours maintenant, certains points de regroupement, les plus grands points de regroupement nous ont été assignés par le ministère de l'administration du territoire à travers le chef-d'état-major général des armées. Et nous avons commencé le ramassage à partir du point de regroupement de Anta le vendredi passé. Aujourd'hui, nous sommes au point de regroupement de Dixine, qui est l'un des plus grands points de regroupement. Cette action permet à l'armée de se rapprocher davantage de sa population. Le président de la République a décidé à ce que l'armée s'implique dans le ramassage des ordures dans la ville de Conakry. Ce n'est pas une mission régalienne pour l'armée, mais c'est une mission dans le cadre des actions civilo-militaires. Cette opération de toilettage de la ville de Conakry vise à améliorer le cadre de vie des populations. Religion, les pèlerins chrétiens sont de retour en Guinée. Après un mois passé sur les différents lieux saints, parents, amis et connaissances se sont fortement mobilisés pour accueillir ces fidèles croyants, heureux d'avoir accompli leur devoir religieux. Retrouvons Sam Maratono qui nous décrit l'ambiance à l'aéroport de Conakry. Après un mois passé sur le sanctuaire où la Vierge Marie est apparue, les pèlerins chrétiens guinéens regagnent Conakry. La France, l'Espagne et le Portugal ont constitué les principales étapes du périple de ces fidèles croyants. Ils rentrent au pays satisfaits d'avoir accompli leur devoir religieux. C'est une grande merveille d'aller visiter et voir les pas des saints qui nous ont précédés. Et Marie, qui est notre mère du ciel, et à qui, à plusieurs personnes, elle est apparue et nous sommes passés par Fatima, par Lourdes, par Saint-Michel et Sainte Bernadette où il a fait son apparition. Nous avons eu de grandes leçons. Nous avons mieux compris notre foi, rappelée par la Vierge Marie, notre mère, et maintenant, arrivé ici, effectivement, nous devons vivre cette foi-là que la Vierge Marie nous a rappelée. Prier sans cesse, maintenir le dialogue avec Dieu, faire pénitence, vivre dans la sainteté et être des témoins de Jésus-Christ partout dans le monde. Ce pèlerinage marial a été une occasion pour ces fidèles chrétiens de prier pour l'Église de Guinée et pour la résolution de tous les problèmes auxquels le pays est confronté. Nous avons imploré la Vierge Marie afin qu'elle puisse venir en aide à la Guinée avec cette histoire d'Ebola qui sévit. Ici, au parc de l'aéroport international Conakry-Bessia, l'ambiance est festive. Parents, amis et connaissances se sont fortement mobilisés pour accueillir ces 80 pèlerins partis du pays depuis le 31 août dernier. Bébel, c'est le patron de l'hebdomadaire La Vérité. Aujourd'hui, il est malade. Il souffre d'une bronchite pulmonaire qui nécessite une évacuation sanitaire. Le journaliste est aujourd'hui à son domicile où il reçoit des soins. Rose Pocho l'a rencontré. Après une année d'hospitalisation, le journaliste Bébel regagne son domicile. C'est là où il va poursuivre son traitement. Son retour à la maison est rendu possible grâce à l'assistance du PDG de Guinée Games. Ce donateur a facilité l'achat de l'appareil d'assistance respiratoire qui soulage notre confrère. Bon, ça va, ça commence à aller un peu. Bien sûr que j'éprouve encore des difficultés, mais ça va. Pour Bébel, la bataille contre la maladie n'est pas encore gagnée. Il doit obligatoirement être évacué au Maroc pour des soins appropriés. Selon le neveu de Bébel, la famille a commencé à recevoir de nombreux soutiens. Cependant, beaucoup reste encore à faire.
nous tenons réellement à remercier les centaines de personnes qui nous ont envoyé des messages de soutien et de compassion. Surtout remercier aussi la RTG parce que le fait que la télévision nationale soit sur satellite aujourd'hui a permis que des gens de l'extérieur, d'un peu partout, nous envoient vraiment des messages de soutien. Nous avons un frère vraiment pour qui nous ne finirons jamais de dire merci. C'est M. Antonio Soare qui, dès les premières heures de son problème de santé, n'a ménagé aucun effort, que ce soit physique ou financier, pour pouvoir lui venir en aide. Et pour cela, la famille le remercie vraiment très sincèrement. Souffrant depuis près d'un an, Mamadou Diallo, journaliste fondateur du journal écrit La Vérité, souffre d'une bronchite pulmonaire. Du coup, le journaliste et commentateur se voit éloigné de l'actualité. SOS donc pour Bébel. Page noire, Batouli Conté, ancienne capitaine de l'équipe nationale féminine de volleyball, vice-présidente de la Fédération guinéenne de volleyball, est décédée des suites de maladie à l'hôpital Ignace Dine. Parents, amis et collègues lui ont rendu un dernier hommage. Batouli Conté a rejoint sa dernière demeure au cimetière de Cameroun. Parents, amis, connaissances et sympathisants se sont associés à la grande famille sportive du Guinée pour accompagner à sa dernière demeure ce mardi 26 août 2014 Madame Koïta née Batouli Conté, celle qui fut la plus talentueuse, la plus prestigieuse volleyeuse de notre pays durant près de 2 décennies. Une grande mobilisation qui, depuis la morgue de l'hôpital Ignace Dine, a permis la retrouvaille des anciennes coéquipières de l'équipe nationale qui avaient réussi dans les années 70 à marquer d'un saut indélébile le volleyball sous-régional et africain. Pour honorer sa mémoire, c'est la salle de banquet du Palais du Peuple qui a reçu la cérémonie funéraire où le corps de Batouli Conté, la tigresse des planchers, a été magnifié à travers des témoignages de plus émouvants. Après plusieurs tournois internationaux dans lesquels Batouli a excellé, il y a certains qui m'ont marqué, comme en 1978 à Alger, sous la conduite de l'entraîneur Feu Soliba Kamara et Bozik, pendant que les Camerounaises menaient par 2-7 à 0, Batouli, notre capitaine qui n'était autre que Batouli, s'est déchaîné et ne communiquait qu'en langue soussou. Yatou, Balo Razembe, pour détourner l'attention des Camerounaises et la tactique a marché, puisque nous avions vaincu les Camerounaises en présence de Myriam Makeba. Ce jour-là, il nous a même donné 100 €. En la personne de Mme Koïta Batouli Conté, la Guinée perd l'ex-capitaine de l'équipe nationale féminine de volleyball et perd également un homme, la plus prestigieuse et la plus talentueuse de toutes les volleyeuses que la Guinée a connue. La grande cérémonie de sacrifice de Madame Koïta, née Batouli Conté, aura lieu ce dimanche 31 août 2014 à Kuntia, d'Or en paix, Grande Amazone. Que son âme repose en paix. Amen. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. Demain, vous serez avec Yamoussa Sidibé. Bonsoir chez vous.